À tous et à toutes, installez-vous. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. On est nombreux, vous êtes venus nombreux, il n'y a plus de cadeaux, c'était l'année dernière. Voilà, mais je suis très content de vous voir en nombre. Je vais vous parler de ZDD, mais avant de commencer, je voudrais remercier la FUP pour l'invitation et les travaux. Moi, je les remercie très souvent et faites-en de même, ils sont faciles à reconnaître, c'est comme des schtroumpfs. Ils ont un t-shirt bleu. Donc merci beaucoup pour l'invitation, ça va être comme les tilleuls, vous m'invitez chaque année. L'année prochaine, je ne serai pas invité, je vais quand même me pointer. Donc faites attention, je prends vite l'habitude. Donc voilà, merci à vous, merci pour l'organisation. Franchement, en plus, cette année, les conférences sont très, très techniques. Du coup, on va moins se marrer aujourd'hui. Ce ne sera pas de ma faute, c'est vous qui faites les programmes. Je m'appelle Smaïn Miliani, je suis Engineering Manager chez Usign. Je vais en parler juste après. J'écris pas mal de trucs autour de l'écosystème PHP, Symfony. Voilà, je suis issu d'une reconversion et les conférences que je donne, parce que je commence à donner des conférences, waouh, seront sur le dernier lien là. Donc voilà. Et si vous avez des questions, vous avez envie de discuter, d'échanger, vous pouvez me trouver plus facilement sur Twitter. Donc Usign, c'est quoi? C'est une entreprise française qui fait de la signature électronique et on recrute. Donc voilà, je vous ai mis le lien. Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas. On bosse en full remote. On a des locaux à Paris et à Caen pour ceux qui veulent aller dans les bureaux et se prendre des nerfs dans la tronche. Voilà. Et chez Usign, on fait du ZDD et donc je vais vous en parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet du ZDD, je vais vous parler du Blue Green Deployment parce que ça va vous aider un peu à conceptualiser pour ceux qui ne sont pas au fait de comment mettre en prod sans interruption de service. Okay, donc le Blue Green Deployment, c'est un nom un peu pété, mais j'ai mis des images pour qu'on puisse comprendre. Donc vous avez, on va dire, un container. Voilà, vous avez la version N et la version N+1. Disons que c'est des containers. Donc la version N, c'est votre code qui est en prod. On appelle ça la version Blue. Il y a un routeur en fait qui dirige tout le trafic vers ce container-là. Okay, ensuite, on vient mettre en production. Donc on déploie la version N+1, c'est la version Green. On teste que tout va bien. Donc en fait, on fait simplement un health check, on regarde que tous les services sont up. Et dès que c'est OK, paf, on switch tout le routing. Donc tous les clients et les clientes qui arrivent sur l'app, on les envoie vers la version N+1 et on kill la version N. Et rebelote, le lendemain, paf, on switch, une nouvelle mise en prod, on quitte la version N, on bascule sur la version N+1. C'est du Blue Green Deployment. C'est ce qu'on fait, nous, chez Usign. Et ça aide à pouvoir mettre en place le ZDD. Mais on peut le faire aussi avec d'autres méthodes de déploiement, comme le Canary Deployment, et sûrement d'autres méthodes. Mais nous, on fait du Blue Green Deployment. Donc moi, je suis arrivé chez Usign. Ça fait 3 ans maintenant, ça passe vite. On m'a dit, on fait du ZDD. J'ai dit, OK, qu'est-ce que c'est? Je connais le DDD, le TDD, le BDD, peut-être lire une BD. Donc je me suis dit, c'est quoi encore ce truc de ZDD? Moi, je fais du TDD, mais pas comme vous. Moi, je fais du tant que ça marche driven development. Ça, je vous le conseille. C'est très, très efficace. Donc, on m'a dit, on fait du ZDD, machin. J'ai dit, super. On m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? On m'a dit, c'est du zéro downtime deployment. J'ai dit, ouais, c'est génial. En gros, on met en production sans downtime. Ça, c'est le rêve. Parce que du coup, si tu fais ça, bah, tu peux release quand tu veux, même le vendredi. Donc nous, ici, on profite des confs, là, tous les designers, on est venus en équipe. Et là-bas, et dans les locaux, ils ont mis en prod aujourd'hui, le vendredi, parce qu'on est des oufs. Donc voilà, on n'a pas peur, on release quand on veut, grâce aux ZDD, sans interruption de service. Ça, c'est trop cool. Puis la release, elle est transparente pour l'utilisateur. Moi, ça me rend fou quand j'arrive, je sais pas moi, sur un site et qui me dit « Ah, mise en interruption de service, machin, etc. » entre 15h et 18h. Parce qu'ils vont forcément peut-être mettre une mise en prod. Donc là, en fait, nous, on ne fait jamais ça pour nos clients. Jamais ils arriveront sur l'app et jamais ils verront un message. C'est très, très rare. On va mettre une interruption parce qu'on doit faire une mise en prod. Ça n'existe pas. L'autre truc qui est hyper cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de se réveiller à l'aube. Moi, j'en ai marre des MEP à 6h du mat. Et pareil, des MEP très tard le soir parce que tu cherches le moment où tu vas mettre en interruption et tu vas être le moins embêtant pour tes clients. C'est moins embêtant pour tes clients, c'est plus embêtant pour nous. C'est toujours comme ça. Donc du coup, là, tu n'as plus cette problématique, tu réalises quand tu veux. Et si ça se passe mal, parce que des fois ça se passe mal, c'est notre vie, notre quotidien, les rollbacks sont plus faciles. Voilà, si tu déploies en respectant les principes du ZDD, le rollback est beaucoup plus simple. Pour faire du ZDD, c'est vraiment une vue d'esprit, il y a 2 règles. C'est vraiment, si vous apprenez ces 2 règles-là, vous les avez en tête, vous pouvez extrapoler à n'importe quel cas d'utilisation et ça va marcher. La première des règles, c'est que les changements que vous allez apporter,
ils doivent être backward compatible. Ils doivent être compatibles avec la version du code précédent. On va rentrer dans les détails dans la pratique. Ensuite, les changements que vous allez apporter, ils doivent se faire de release en release. D'accord? Donc faites comme Bart Simpson, allez au tableau, écrivez, les changements doivent être compatibles et doivent être faits release par release. Backward compatible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une version N qui est en production, qui tourne, je vais déployer, je vais mettre à jour mes services. Donc je prends des cas d'école très classiques, des choses qu'on fait tous les jours dans notre day by day de développeurs et développeuses. C'est par exemple mettre à jour mes messages asynchrones qui sont publiés dans RabbitMQ, par exemple. C'est mettre à jour ma base de données. Je vais modifier mes tables, j'ai modifié ma base de données, mon schéma SQL, j'ai le modifié. Ou bien mettre à jour de l'API. Voilà. Tous ces changements qu'on va faire, ils doivent être compatibles avec le code qui tourne en production. Le deuxième point, c'est que les changements doivent être faits release par release. Donc, lorsque je vais déployer la release N+1, il faut que ce que je vais faire soit compatible avec la version N. Lorsque je vais déployer la version N+2, il faut que ça soit compatible avec la version N+1. Il n'y a aucun moment où je dois être compatible version N+2, compatible avec la version N. Non, c'est vraiment séquentiel. Donc, c'est release par release. On va mettre en prod. Vous connaissez les mythos, là, ils font juste ls, cd, machin, et on croit qu'ils sont hyper chauds sur le terminal. C'est parti. Ça, c'est pour ceux qui mettent en prod avec un Capistrano à l'ancienne. Paf. Allez, on y va. On met en prod. Alors, le déploiement se lance. Génial. Notre utilisateur, il est là, il fait signer ses documents. Bon, il fait son taf tranquille. Il utilise l'app, on est très content. On met en production. Donc, on va déployer une nouvelle version des services. Donc, on a modifié nos messages qui vont dans RabbitMQ. On a modifié notre base de données. On a modifié nos contrats d'API. Et comme on a été ZDD compliant, tout va bien. Ça, quel plaisir. Donc là, on est passé à la version N+1, et la dame là, elle n'a rien vu. Elle n'est pas au courant. Là, maintenant, il y a des nouvelles fonctionnalités, etc. Et nous, on est hyper contents et on n'a jamais coupé le service. Aucune interruption de service, très très content. Très bien. Mais malheureusement, des fois, le deploy ne va pas au bout. Donc un cas qui nous arrive, je modifie les messages en base de données, donc je lance le déploiement dans RabbitMQ, pardon, ça fonctionne. Le déploiement se poursuit, j'ai 10 requêtes SQL, les 9 premières passent, la 10e plante. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça plante parce que potentiellement il y a eu du lock, que la requête a mal été écrite, ou que le déploiement n'a pas été au bout pour X raison. On ne maîtrise pas tout, c'est notre métier, de faire croire qu'on maîtrise tout, et du coup, ça ne marche pas. Mais comme on est ZDD compliant, l'application, elle est toujours up, d'accord? Nous, ceux qui ont fait le déploiement, ils regardent pourquoi ça ne marche pas, en panique, on a chaud, on transpire, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais l'application, il n'y a aucun désagrément pour l'utilisateur et l'utilisatrice, eux, ils ne voient rien. Juste nous dans la cuisine, comme au restaurant, on court partout, qu'est-ce qui se passe, etc. Il faut qu'on répare. Donc on prend le temps de réparer, machin, etc. Et on remet en production et tout va bien. Donc le gros avantage, c'est que quand vous faites des interruptions de service, moi je l'ai connu, hein, vous faites une mise en prod, vous avez dit interruption de service jusqu'à 7h, à 6h50, ça plante. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on roll back ou pas? Est-ce qu'on laisse la maintenance et on va au bout, puis on déborde à 7h30, etc. Là, on ne se pose pas de questions. L'app, elle est toujours utilisable et utilisée. Donc, on peut nous, côté infra, corriger, refaire un déploiement, etc. tranquillement. Est-ce qu'il y a des gens qui font du front dans la salle ici ou pas? Wow, j'appelle la sécu là. On est entre bacs là, qu'est-ce que vous faites? Bon, et faire des jQuery, ça compte pas. Hein. Alors, je mets un déploiement, paf, j'ai tout déployé, tout va bien. Sauf que les fronts, encore eux, ils ont déployé du caca. Les fronts ne testent pas. Ils font du Gilbert Montagnier Driven Development. Git add, git push, paf, ils testent app. Et derrière, il y a des sentries, qu'est-ce qui se passe? Ah là, il faut qu'on regarde. Donc, on peut faire un rollback. Comme notre code est ZDD compliant, on peut rollback. D'accord? Dans les faits, on le fait très peu chez Usign. Parce que comme on release tous les jours, lorsque quelqu'un introduit une régression, on sait tout de suite à peu près d'où ça vient. Et donc, on va corriger assez rapidement. On a un process de hotfix qui fait qu'on peut déployer que le front, que le back, etc. Bref, dans les faits, c'est très très rare de devoir repartir une release en arrière. Mais c'est faisable grâce au ZDD. Et d'ailleurs, je suis tombé sur ce tweet de Nicolas Martignol, donc, qui aujourd'hui est principal ingénieur chez Backmarket, mais à l'époque, il était chez Doctolib, à l'époque de ce tweet. Petite parenthèse, il a un super blog. Voilà, donc je vous ai mis son Twitter, allez le retrouver. Et donc, qu'est-ce qu'il dit là? Il sort un peu les gros bas, Nico. Il dit oh, attention, nous, on tourne les tests en parallèle, effectivement, sur un cluster élastique. Moi, je comprends rien. 500 à 1000 machines, on fait des maps tous les jours.
Qu'est-ce qu'il raconte encore? Même le vendredi, ouais, super, on a un truc de rollback qui passe en 4 minutes, etc., etc. Je dis, mais c'est pour réserver un rendez-vous chez le docteur ou c'est pour lancer une fusée Doctolib? Je suis un peu perdu quand je lis tout ça. Mais s'ils arrivent à faire ça, c'est simplement que ils ont des systèmes et ils font du ZDD. Et tout ce qu'ils font, c'est ZDD compliant. Et on va voir un peu en pratique. Alors, désolé, là, c'est le seul Goku que j'ai mis. Chaque fois que je mets un bonhomme de DBZ, il y a un des petits qui passe derrière chez moi. J'ai 3 enfants. Et ils font ce que je fais. Et ils me disent, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais mettre un Gogeta. Comment je vais lui expliquer que c'est une fusion ou un Broly et machin. Du coup, maintenant, je suis plus soft. J'ai mis des petits bonhommes qui connaissent. Vous allez voir après. Voilà, c'est le seul Son Goku qu'on aura. Donc, voyons un peu en pratique ce qu'on va faire. On va parler de bases de données, des messages brokers et des API. Je vais donner juste quelques exemples. Et si vous arrivez après à extrapoler, eh ben, bravo, vous pourrez faire des ZDD dans vos équipes. Alors, désolé, on va ajouter une colonne note nulle, un truc hyper classique. On va modifier notre base de données et ajouter une nouvelle colonne note nulle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, dans le process de déploiement, il y a la version N qui tourne, et puis on va upgrade, on va lancer le déploiement, et du coup, on va lancer nos migrations doctrine. On va mettre à jour notre base de données. Et donc, pendant le temps du déploiement, on va se retrouver pendant un moment où on aura la version N qui tourne avec la base de données du code version N plus 1. Okay, ce moment-là, généralement, c'est le temps du déploiement, quelques minutes. Des fois, le déploiement ne va pas au bout. Ça nous est arrivé donc, pendant 40-45 minutes. Donc, on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. On a la base de données du code N plus 1 qui tourne avec le code version N. Et ça marche, parce qu'on a fait les changements de manière ZDD compliant. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de changement pour être ZDD compliant? Première chose, il faut le faire en 2 étapes. On va faire la première étape qui est ajouter ma nouvelle colonne dans ma base de données, donc modifier pour dire j'ai une table adresse, je lui ajoute une colonne qui s'appelle zipcode, et par défaut, je la mets à nul. Ensuite, mon code, je dois l'update pour qu'il prenne en compte cette colonne et qu'il l'écrive dans cette colonne. C'est là où c'est très important. Comme ça, le code version N, lorsqu'il sera mis à jour, va écrire dans cette colonne-là. Donc là, je fais ma première release. Du coup, j'ai une nouvelle colonne dans mon modèle, dans ma base de données, et mon code écrit. Comme mon code écrit dedans, dans la release numéro 2, je vais pouvoir ajouter la contrainte note nulle. D'accord? Parce que du coup, je suis plus censé insérer mon code, il écrit dans cette colonne-là. Si vous ne le faites pas dans ce sens-là, vous allez avoir des chocs à pic. Si vous modifiez votre code et vous mettez tout de suite une contrainte note nulle et que votre code ne le prend pas en compte, ça va péter. Vous allez faire une insertion, il va dire ah, tu m'as mis un truc, il manque la colonne, elle ne peut pas être nulle, machin, etc. Il va chouiner. Donc, faites-le en 2 temps. Première étape, je mets la colonne, je l'accepte le nul, j'écris dedans. Deuxième étape, tranquille, j'update pour mettre une default value. Là, j'ai mis 69 pour dédicace au Lyonnais. Et derrière, j'enlève le null label, pardon, et ma propriété ne peut plus être nulle. Voilà comment on le fait en 2 étapes. Voilà, j'ajoute la colonne, j'écris dedans dans ma code base, paf, ça va en production. Et deuxième release, je vais update toutes les rows pour mettre une default value et je vais ajouter ma contrainte. Un tip que je peux donner ici, c'est de préparer toutes les pull requests en amont pour ne pas oublier. Comme ça, les PR sont ouvertes, ne les mergez pas, parce que si vous mergez la deuxième PR et que ça part dans la prod, ça ne sert à rien, ça va planter. Hein. Attendez la première release et puis mergez. Si vous avez compris cet exemple assez simple, il faut extrapoler et se poser les questions pour les autres types d'opérations. Donc, par exemple, supprimer une colonne, changer le type de colonne. Ça, c'est un peu sportif, mais ça peut se faire. Renommer une colonne, c'est hyper chiant, mais on peut le faire en ZDD compliant. Puis ajouter, par exemple, une contrainte note nulle. Bref, toutes les opérations SQL, on peut les faire de manière ZDD compliant dans la plupart des cas. D'accord? Il y a des cas qui nécessitent des interruptions de service. Si par exemple vous voulez, je sais pas, mettre une contrainte note nulle sur une table qui fait 10 millions d'euros, là il y aura du lock et ça va planter forcément. Donc là, il faudra une interruption de service. Mais dans la plupart des cas, dans ce que vous faites, ne mettez pas des contraintes note nulles tous les jours, j'imagine, dans vos tables. Donc ça fonctionne. Alors, ça c'est la théorie, d'accord? En pratique, ça fonctionne. Mais du coup, il faut y penser. Et en fait, moi, je me suis pris les pieds dans le tapis. Voilà, sinon je ne serais pas là devant vous. Hein. J'ai oublié 1 ou 2 fois d'être en sorte que mon dev soit ZDD compliant. Du coup, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai développé une petite lib très rapide qui dit que dès que vous allez modifier, faire une opération qui doit être ZDD compliant, ça va update votre fichier SQL que ça vous a généré, votre migration, pour vous mettre un message.
Pareil, dans votre terminal, ça va vous output. Attention, fais gaffe, qu'est-ce que tu vas faire, c'est hyper dangereux. Pareil, si vous avez des tables critiques, que vous modifiez des tables critiques, il va vous dire, ah, ça c'est une table critique, est-ce que c'est bien ZDD compliant? Ça, c'est vraiment le niveau 0, ce que j'ai fait et qui marche. Et d'ailleurs, si vous voulez faire ajouter la mise à jour pour supporter Symfony 7, les PR sont les bienvenus. Et chez Usign, l'équipe DX, que je vous ai présentée l'année dernière, donc qui est l'agence DX, comme je disais, qui s'occupe un peu de tout ce qui est la DX développe chez Usign. Du coup, ils ont été plus loin, ils ont développé une lib qui s'appelle Safe Migrations. Et donc, elle va ajouter du sugar syntax déjà, et faire en sorte que vos migrations soient plus safe, puisqu'ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de lock. Si ça plante, il y aura un mécanisme de retry, etc. Donc, merci à eux. C'est une petite parenthèse aussi pour dire que dans la communauté PHP, on n'a pas beaucoup de librairies qui nous aident à faire du ZDD. Comparé à Ruby et à Java, où ils sont beaucoup plus en avance. Donc nous, on fait un peu avec les moyens du bord, et honnêtement, ça fonctionne. Ensuite, on va le tester. Là, j'ai mis Chase comme ça, c'est sûr qu'ils connaissent Chase. On va tester à la main. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, très très simple. Je suis sur ma machine, je joue la migration de la prochaine release, d'accord? Je le joue sur la version qui est en production, en local, et je lance mes tests. Et là, je vais voir tout de suite si j'ai été ZDD compliant ou pas. Mais comme on ne va pas le faire à chaque fois, on va laisser la CI s'en occuper. Donc, nous, on a ajouté un job qui fait ça. Donc, le job, il fait quoi? Il load la base de données de la version que vous allez déployer et il joue les tests de la version qui est en production. Puis, on regarde si c'est vert ou pas. Si c'est vert, c'est OK, ça marche, le code est ZDD compliant. Sinon, ça plante. Et ça, honnêtement, ça nous a déjà aidé plus d'une fois parce que pour être ZDD, il faut se poser beaucoup de questions. Donc, on va confier ça à des outils pour être sûr que ça respecte le ZDD. L'autre exemple, ça va être sur les messages asynchrones. Aujourd'hui, tout le monde fait des messages asynchrones, ce qu'on appelle les messages brokers. Donc, très rapidement, comment ça marche? Alors ça, c'est pas des trucs de Star Wars. Je sais qu'on est à Disney et tout. Moi, j'ai pas de problème avec George Lucas. C'est des images que j'ai trouvées sur Internet. Voilà, pas de problème de droit. Alors, comment ça fonctionne? C'est très très simple. Vous allez serialiser un message. Le côté publisher, ça va aller, donc ici j'ai mis RabbitMQ, mais ça peut être n'importe quel système, SQS, même de la base de données, enfin peu importe. C'est transformé en JSON la plupart du temps, et derrière, c'est désérialisé par un consumer. Okay, donc on a un objet, on transforme en JSON, paf, côté publisher, et côté consumer, on fait le chemin inverse, donc c'est sérialisation, désérialisation. Et bien lorsqu'on fait du ZDD, comment ça fonctionne? Lorsqu'on déploie, en fait, on va aller couper les consumers. On va lancer le déploiement, on va couper les consumers. Ce qui va se passer, c'est que tous les messages vont se stacker dans RabbitMQ. Ils vont se stacker, le déploiement sera terminé, on va lancer les workers et ils vont être consumés avec la version N+1 du code. C'est là où il faut faire très attention. Donc imaginez que vous avez un cas classique, on a un objet ici qui est order message, qui a une propriété, qui a un value object, qui a un ID, order ID. Petite parenthèse, quand vous faites des messages asynchrones comme ça, arrêtez les poupées russes, mettez soit des ID, mettez des scalaires, etc. Mais évitez d'embarquer des objets dans des objets, etc. Nous, on a le cas chez Usign. En fait, après, c'est galère pour être ZDD compliant, c'est hyper chiant. Du coup, là, j'ai un order message qui a juste une seule propriété. Et du coup, le produit évolue. Le produit, il a toujours des super idées. Nous, ça marche, il faut qu'on vienne changer les trucs qui marchent. C'est chiant. Alors, le produit, il vient, il nous dit, bah, en fait, on a besoin maintenant d'ajouter le product ID. Ah, très bien, super. Donc, moi, ce que je fais, j'ajoute le product ID. Et parfait, je suis hyper content, ça marche. Je mets en production. Là, ça va planter. Pourquoi ça va planter? Parce que les messages qui seront stackés pendant le process de déploiement sont des messages qui ont été écrits avec la version N. Ils n'ont aucune idée du product ID. Ils vont être désérialisés avec la version N+1. Donc là, votre consumer, il va essayer de créer un objet PHP en lui mettant le product ID, mais il va dire, mais mec, il n'y a pas de product ID là-dedans. Donc là, erreur 500, ça plante, machin, il faut regarder ce qui se passe. Donc pour faire ça, comme pour la base de données, il faut le faire en plusieurs étapes. Donc première étape, j'ai ma version N, je n'y fais rien. Version N+1, ce que je fais, c'est que j'ajoute la nouvelle propriété et je mets une valeur par défaut. Comme ça, lorsque mon consumer il va aller désérialiser le message, et ben même s'il ne trouve pas de product ID, comme c'est par défaut, il a une valeur à nul, ça va fonctionner, je n'aurai pas d'erreur de désérialisation. Donc dans la version N+1, je mets une default value et puis je l'utilise, donc j'écris dedans. Et donc, comme j'ai fait les choses bien, et ben dans la version 2, du coup la deuxième release, je peux enlever la default value. Voilà. Et là, ça va marcher parce que je suis sûr que tous les messages version qui vont être stackés,
ils auront forcément un product ID et j'aurai ma value nulle si je n'ai pas de product ID à l'intérieur. Là, c'est pareil, il faut extrapoler. Donc en fait, il y a beaucoup de cas où on peut faire des ZDD sur les messages brokers, c'est je veux supprimer une propriété, je vais renommer une classe, ça c'est très très chiant de renommer une classe si on utilise Symfony Messenger parce que lui, en fait, il enregistre le namespace et donc c'est hyper chiant. Donc il faut garder l'ancien message, ajouter un nouveau message, etc. Bref, faire un peu de gymnastique, mais ça se fait. Pareil, si je veux changer de property type et tout, c'est pas évident, mais ça se fait. Alors, pour tester qu'on est ZDD compliant, pareil, on va le faire à la main. Donc, ce qu'il faut faire, c'est publier les messages avec la version de production. Ensuite, je check out sur la version que je vais mettre en production, donc la next release, et je lance les consommateurs. Voilà, si c'est vert, c'est OK. Si c'est rouge, c'est que je n'ai pas été ZDD compliant. Comme on est des feignants, eh ben, on va automatiser tout ça et on va faire ça via une CI et c'est ce qu'on a fait. C'est ce que moi j'avais initié, j'avais mis en place. Du coup, parce que j'avais pété la prod à cause d'un problème comme ça, maintenant on ne pète plus la prod. Voilà, ça marche mieux. Donc on publie les messages avec la version qui est en production et on les consomme avec la version qu'on va déployer. Voilà. Et comme c'est chiant de le faire à la main, etc., on avait fait un tooling, un bundle qui s'appelle ZDD Message Bundle, qui a des helpers pour écrire justement les messages, les désérialiser, qui a des commandes pour les valider, etc. C'est ce qu'on utilise, ça marche bien. Et pareil, vous pouvez configurer les messages que vous voulez traquer, donc c'est assez pratique. Pour le ZDD, il y a une autre manière de le régler sur les messages workers, très rapidement, c'est peut-être d'ajouter un stamp pour dire vers quelle version tu veux consommer ce message-là. Mais ce n'est pas aussi simple à mettre en place. Du coup, pour le moment, on sait ce qu'on a et ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, parlons des API. Donc nous, chez Usign, on a l'API publique dont Fabien vous a parlé juste avant, et on a une API privée qui est celle qui est consommée par un front classique React. Voilà, moi je regrette ça, hein, j'aimais bien Twig. Et des fois, on me dit, ouais, je veux regarder un peu comment ça marche, je vais faire un MVM install. J'ai le temps de déposer les gosses à l'école, revenir et tout. Ils ont fini à 4 heures. C'est pas encore terminé, ça télécharge toute la terre. Je suis très nostalgique de Twig. Mais là, UX, là, j'ai bien aimé. Le truc que j'ai eu ce matin, là, franchement, je suis hypé, comme disent des jeunes. Alors, j'ai un back-end, paf, magie, ça devient un super plat consommé en front. Donc, pareil, chez Usign, on déploie le back-end avant le front. Du coup, si le back fait nimp, on ne fait jamais ça, mais imaginez qu'on fasse ça. Par exemple, je rends une propriété required. Voilà, je mets la validation Symfony sur une nouvelle propriété. Je supprime une propriété ou je change le endpoint. Voilà. Si je fais ça avant que le front soit au courant, ben là, ça va planter, ça ne va pas marcher. Ça va faire des chocs à pic parce qu'on va dire au front, il manque cette propriété-là. Le front n'en a jamais entendu parler. Qu'est-ce que tu me racontes, etc. Donc, ça ne va pas. Alors, il faut le faire en plusieurs temps. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, je vais ajouter une nouvelle propriété required. Première release. Je vais rendre la propriété optionnelle côté back-end et je vais dire au front, écrit dedans, jetez à l'œil. Donc il va écrire dedans, je vais déployer et deuxième release, et ben paf, je vais mettre la propriété required parce que maintenant le front écrit dedans et donc je vais jamais avoir de problème. Le front ne va rien faire comme d'hab. Je vais supprimer la release. Pardon, pas la release, non, ne faites pas ça. Je vais supprimer la propriété, pardon. Donc, je rends la propriété optionnelle côté back-end, d'accord? Si je la supprime tout de suite, et que côté back, je check vraiment stricto sensu ce qui m'a envoyé et que j'ai plus cette propriété, ça peut ne pas fonctionner. Donc, je vais dire au front, n'écris pas dedans, je rends la propriété optionnelle, très bien. Deuxième release, comme le front n'écrit pas dedans, je peux la supprimer dans mon code, tout va bien, et le front ne va rien faire, comme d'hab. Je vais renommer un endpoint, ça c'est plus chiant, mais voilà, si on veut faire les choses bien et être ZDD compliant, on n'a pas le choix. Donc, je vais ajouter un nouvel endpoint, avec tout ce qui se passe derrière, avec tout le back qui va venir, le handler, machin et tout. Je vais dire au front, maintenant utilise ce nouveau endpoint, s'il te plaît, sois gentil. Et dans la release numéro 2, je vais supprimer l'endpoint et le front ne va rien faire, comme d'hab. Okay, tout est sur nous. J'ai mis ici un petit résumé voilà, de comment ça peut fonctionner. Pour ceux qui ne viennent pas ici, qui liront les slides. Hein. Et voilà, c'est pareil, en fait, il faut toujours extrapoler. Voilà, si vous avez compris un peu le principe, vous êtes capable de gérer n'importe quelle situation. Et là, le front et le back, paf, se serrent la main. Alors, pour faire ça, on a un peu de tooling pour vérifier, mais c'est moins précis que ce qu'on avait avant. On a moins d'insertion, etc., mais ça fonctionne. Donc déjà, chez Usign, ce qu'on fait, c'est valable pour l'API publique et l'API privée, on utilise l'OAS, donc l'Open API Specification, donc qui va nous permettre de définir un contrat d'API, soit en YAML, soit en JSON, nous on fait du YAML,
Et derrière, ça c'est plutôt pratique. Le front, ils ont une lib, je ne sais pas ce que c'est, je ne regarde pas ce qu'ils font, mais ça leur permet de générer des clients en TypeScript basés sur ce contrat d'API, okay, sur ce contrat qu'on aura défini. Et nous, côté back, on a une lib qui s'appelle, alors attention, OpenAPI-PSR7-validator. Plus compliqué, tu meurs. Donc du coup, cette lib, elle est pratique. En fait, on va lancer nos tests back et on va vérifier que l'output, la réponse API dans nos tests, eh ben, elle match la définition des contrats d'API dans l'YAML. Voilà. Ça, c'est le genre de choses qui fait que on a du tooling et on vérifie que on est front et back, on est à peu près d'accord sur la manière dont on doit travailler ensemble. Il y a des limites quand même au ZDD, ça ne résout pas tout. Déjà, vous avez vu que c'est quand même une gymnastique d'esprit, le ZDD. Il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire. Je vais faire des produits en croix. Alors, je vais ajouter un autre nul, qu'est-ce que je dois faire, machin, etc. Donc, ça a du sens que si vous faites des releases fréquentes. Si vous faites une release tous les 15 jours, ne cassez même pas la tête, faites une interruption d'1 heure, terminez, mettez en prod. Mais si vous mettez en prod tous les jours, comme c'est le cas chez nous, eh ben, du coup, ça a du sens. Ensuite, les changements critiques, ils ont quand même besoin d'une maintenance. Si vous devez ajouter une contrainte note nulle, l'exemple de tout à l'heure, là, sur une table qui fait 10 millions d'euros, forcément, ça va loquer la table. Et s'il y a des requêtes qui vont entrer, ça peut faire un timeout et planter. Donc là, on va se dire, là, c'est un peu chaud, faisons une maintenance. D'accord? Ça ne résout pas tout. Le système, il est instable jusqu'à la dernière étape. Vous avez vu, ça fait première release, deuxième release, des fois troisième release. Et donc, si tu oublies la deuxième release, tu es dans un état instable. Tu n'as pas atteint la cible qui est d'ajouter ta contrainte note nulle, par exemple. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'écrire les PR une fois. Tu ouvres les PR que tu dois faire, et après, tu les flags, release 100, release 2, peu importe. Mais au moins, tu n'oublies pas. La plupart des changements, ils demandent beaucoup de réflexion et de discipline. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'amuser à renommer ta propriété tous les jours. Tu as vu que c'est hyper chiant. Tu ne peux pas t'amuser à renommer ton endpoint tous les jours. C'est hyper chiant, il faut le faire en 2 temps, il faut y penser, machin, etc. Donc, ce qu'on essaie de faire, nous, chez Usign, et ça, c'est même propre au logiciel sans même le ZDD, c'est de poser les questions avant d'aller dans le dev. Développer, c'est facile. Je mets un if là, une classe là, classe, new class, tout ça, vous connaissez. C'est simple. Le plus compliqué, c'est la réflexion en amont. Comment je vais développer, comment je vais mettre d'accord, comment je vais appeler cette propriété-là, à quoi va me servir, etc., etc. Et du coup, cette réflexion-là, elle fait que tu ne retombes plus sur le nom de ta propriété, normalement. Parce que tu t'es posé suffisamment de questions. Là, vous êtes hyper chaud, vous voulez mettre le ZDD dans vos équipes. Alors déjà, il faut en parler, ok? Il faut faire pas mal de workshops, etc., bien sensibiliser tout le monde, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, surtout quand on part de zéro. Ensuite, il faut être vigilant sur les codes review, voilà ce que je vous disais, parce que les outils qu'on a mis en place, nous, sur la CI, ça a pris du temps, il faut tester, il faut regarder que ça fonctionne, etc. Donc, ce sera beaucoup plus long à mettre en place que d'être vigilant sur les codes review. Ensuite, il faut documenter. Nous, ce qu'on fait, ça aide beaucoup les personnes qui arrivent chez nous. On a un Notion, tu vas ajouter une nouvelle propriété, paf, voilà comment il faut faire. Tu veux supprimer une propriété, voilà comment il faut faire, avec des exemples des pull requests. Comme ça, tu n'as pas à te poser 36 questions. Donc ça aide énormément. Pareil pour les messages asynchrones. Tu veux renommer un message asynchrone, voilà comment il faut faire, comment il faut procéder, etc. Et ça, c'est bien. Nous, on aime beaucoup la documentation et ça aide beaucoup les personnes qui arrivent chez nous. Ça ne va pas marcher tout de suite. Vous allez vous planter, c'est sûr et certain. Si moi, aujourd'hui, je suis là devant vous, c'est parce que j'ai planté la prod. Donc, voilà, vous allez vous planter, il va falloir itérer, essayer, etc. et comprendre pourquoi ça marche. Je peux vous garantir que je ne me suis pas réveillé en disant « Ah, aujourd'hui, je vais parler du ZDD. Je vais m'intéresser au ZDD. » Non. Je me suis pris les pieds dans le tapis, je voulais comprendre pourquoi vraiment et comment faire pour pas que ça arrive aux autres. Donc, je me suis planté pour vous. Je suis quelqu'un de sympa. Tester, voilà, si vous n'arrivez pas à implémenter dans la CI ce que vous mettez en place, ce qu'on a mis en place nous et que c'est long, excellent, la meilleure des manières, c'est de tester à la main comme un bon vieux singe, là, vous clapez partout. Donc, vous publiez des messages asynchrones de la version N, vous allez les consommer avec la version N+1, et pareil pour la base de données, c'est à peu près le même principe. Un truc qui est bien, c'est d'avoir un ZDD Hero. En fait, moi, je sais que quand je suis arrivé chez Usign, il y avait une personne qui maîtrisait le ZDD parmi toutes les personnes. Voilà, donc j'allais souvent lui poser mes questions, l'interpeller sur les PR, etc. Et quand j'ai commencé à mettre les outils, après, c'est venu naturellement vers moi. Donc, s'il y a des personnes dans vos équipes qui ont de l'appétence pour ça, c'est bien d'avoir un référent et qu'après, tout le monde puisse devenir le référent ou la référente. Mais c'est bien d'avoir une personne, une porte d'entrée au début pour avoir ces discussions-là. Je suis arrivé à la fin, voilà, on a du temps pour les questions.
J'ai mis les feedbacks ici, là. N'hésitez pas à m'en donner. Et merci. Voilà. Merci pour le talk, très intéressant. Je t'en prie. Est-ce que pour gérer du coup lors des releases, vous avez un workflow de branche particulier? Est-ce que vous stackez les PR, vous faites différentes PR pour gérer les différentes évolutions à faire dans l'ordre? Non, en fait, donc on a une branche main, voilà. Et dès que tu veux que ça parte en prod, tu merges dans la branche main. Et on a un release opérateur, donc ça tourne. Moi, j'en ai parlé l'année dernière, mais on a des squads. Chaque semaine, tu vas avoir une personne qui est dédiée à faire la release. Elle va prendre le dernier commit vers de la branche main. Donc on n'a pas de oui, ça part, ça part pas. Et quand on évite de faire ça, donc d'avoir des branches qui sont dans leur coin, si on veut merger quelque chose qui n'est pas utilisé, on va plutôt utiliser du feature flag, par exemple. Mais on va pas avoir de cas où, c'est très rare, où tu dis, je veux que cette PR-là, elle parte, et tu fais signe, etc. Donc en fait, tu merges et ça part en prod. C'est pour ça qu'il faut être très, très équipé au niveau des tests, parce que ce que tu merges aujourd'hui, demain, c'est en production. Donc voilà, et pareil pour le ZDD, c'est pour ça en fait, c'est qu'il faut vraiment faire attention, d'avoir pris le temps de bien regarder si c'est OK ou pas, parce que si c'est pas ZDD compliant, ça va faire des chocs à pic, et on va le voir tout de suite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place, on a beaucoup de tests pour pouvoir se rassurer quand on est en production. Bonjour. Tu as parlé du coup de la migration de database, notamment la structure. Comment ça se passe avec la migration de data? Est-ce que tu fais aussi du blue-green au niveau de la base de données quand tu veux migrer de la data? Ou est-ce que tu as un système de rollback si jamais tu as la data qui foire à un moment? Comment ça se passe? C'est-à-dire migrer de la data, genre tu veux insérer des données en plus ou tu veux tu fais une requête, je comprends pas la question. Tu as un use case par exemple? Par exemple, tu as un système de taxonomie et tu veux migrer ta data d'une taxonomie à une autre, d'une catégorie à une autre. Ah, alors on va voir si tu peux le faire de manière ZDD compliant. Tu vois, donc en gros, tu vas pas utiliser le nouveau système tant que tu n'as pas fini toute ta migration. Donc dans ton code, tu vas pas l'utiliser en lecture, etc. Mais si c'est pas faisable, s'il y a trop de volume, on va pas s'interdire de faire une maintenance. Donc en fait, il ne faut pas être dogmatique et se dire, bah non, il n'y a pas de maintenance. Dans des cas assez rares, il faut le faire et du coup, c'est un peu chiant. Ben voilà, tu mets une maintenance et tu le fais quoi. Merci. De rien.